Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Disciples d'Hippocrate, le podcast qui se veut une table de discussion entre trois résidents en médecine à l'Université de Montréal. Et aujourd'hui, le sujet, vous le savez bien, la médecine se veut un travail d'équipe, un jeu d'équipe. Et qui dit équipe dit potentiel conflit interprofessionnel. Donc, bonne écoute et re-bienvenue. Les conflits, effectivement, ça arrive un petit peu tout le temps quand il y a du travail d'équipe, là, c'est bien certain. On s'entend, notre objectif aujourd'hui, c'est pas de faire du bashing envers les autres spécialités qui sont pas notre spécialité, mais juste de voir qu'est-ce qui amène des conflits, comment qu'on les gère, comment qu'on adresse ça dans nos différentes équipes. Moi, j'étais intéressé de savoir, y a-t-il des choses que vous le savez, là, ça c'est comme une recette gagnante là, pour avoir un conflit entre différents professionnels dans vos équipes? Je pense que la soupe qui mène à cette recette de conflit... La soupe qui mène à cette recette, j'adore. On est dans le champ lexical, j'ai fait. Vas-y. On garde l'analogie. Exact. Mais quand il y a de la fatigue, Ouais. quand il y a du stress, quand il y a beaucoup de personnes, Mhm. ça amène potentiellement à cette source de conflit. En fait, à moins que ce soit une équipe qui soit rodée, qui travaille ensemble, ça va mener à des conflits. Puis j'ai écouté un podcast qui est vraiment intéressant. Je ne sais pas si vous avez déjà écouté les podcasts de M-Crit. Non. Ça vous dit quelque chose, mais c'est vraiment intéressant. Puis c'est des podcasts de Emergency Medicine et il a invité un psychologue qui a parlé sur tout le concept de travail d'équipe à l'intérieur d'un hôpital, mais surtout dans des situations de stress, comme on vit par exemple aux soins intensifs puis à l'urgence. Puis il expliquait qu'il y a différents concepts d'équipe. Il y a des équipes qui sont, disons, permanentes. Par exemple, une équipe de basketball, une équipe de hockey, où les gens, ils se réveillent le matin, c'est toujours les mêmes personnes, ils dînent ensemble, ils s'entraînent ensemble, ils jouent ensemble, puis ils performent ensemble. Mhm. Et ces équipes-là sont drillées pour refaire toujours les mêmes choses ensemble. Une équipe comme un EIR, par exemple, une équipe de réanimation, une équipe d'ECMO, une équipe de code, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que souvent, c'est des gens qui font à la base partie de spécialités différentes, Mhm. qui n'ont pas les mêmes standards de pratique, qui n'ont pas les mêmes expériences professionnelles et le même knowledge, qui se réunissent souvent dans des situations de stress et qui doivent déterminer qui a le leadership, qui doivent performer à l'intérieur de leur spécialité respective pour arriver à un but commun. Puis ils expliquaient que c'est dans ce contexte-là où justement il y a un potentiel de conflit, puis je trouvais ça vraiment intéressant. Ouais. Je trouve ça intéressant, puis je rajouterais que ce qui rend très stressant ces situations-là, c'est qu'il y a un patient au bout de la ligne. T'sais, on ne l'a pas nommé encore, mais c'est ça qui rend les choses plus conflictuelles, c'est que quand on est inquiet pour un patient, quand un patient est en train de crash, tu peux mettre le même contexte de travail d'équipe, but commun, différentes spécialités, mais dans un contexte de simulation, puis les enjeux vont être similaires, mais Très bon point. c'est pas pareil que Très bon quand point. t'as un patient qui crash. Puis nous, on est beaucoup dans les hôpitaux universitaires, là. Puis je pense que ça aussi, ça joue à avoir plus de monde dans les équipes. Dans les œillères, mettons, au CHUM, là, c'est pas rare que juste pour les résidents qui s'occupent de l'œillère, comme pas de spécialité, c'est pas rare que 3, 4, 5 résidents. Puis après ça, tu fais ça pour les infirmières, pour les inalos, Puis ça fait des équipes à 30 personnes dans la salle pour un code, là. Puis il y a aussi l'aspect de... On sait pas exactement la personne devant nous est où dans son parcours, dans son cheminement. Est-ce que j'ai l'infirmière qui a 20 ans de pratique ou j'ai comme l'étudiante qui est comme dans son deuxième stage, puis c'est vrai en médecine aussi, là, le range gap entre comme le début puis quelqu'un d'expérimenté est tellement important que des fois... Oui, l'infirmière, c'est pas si toi, ça fait 6, 7 patients instables comme ça que tu gères ou c'est le premier que tu Exactement. gères? Même plus loin que ça, quand tu vas dans ce genre d'équipe-là où il y a 30 personnes qui sont auprès d'un patient, elle sait même pas t'es qui. Ouais.
à la base. Elle ne sait pas si tu es résident bénétaire, si tu es externe en médecine familiale, si tu es le psy. Ils n'ont aucune idée. Ouais. Le psy se pointe dans tes œillères, dans tes salles de ouais, quand c'est une question de niveau de soins, des fois. Le psychologue de choc. mais c'est pour dire qu'ils n'ont vraiment aucune idée. Et puis, pour l'avoir vécu une fois, puis ça va me marquer, j'étais dans un hôpital à Montréal, puis il y avait justement un code bleu à l'urgence. Et non, en fait, c'était un code trauma. Qui venait d'arriver, puis le patient était instable. Et il y avait la TTL qui était en train de leader le trauma, la Trauma Team Leader. Puis les personnes qui étaient auprès du patient étaient des personnes assignées à réanimer le patient. Puis moi, de ma fougue à vouloir aider, en me disant, bon, je suis résident en ANES, peut-être que je pourrais aider au niveau du airway, mais je suis comme juste rentré dans la zone de réanimation. Puis je me suis peut-être un petit peu trop rapproché du patient sans me présenter. Fait que là, la Trauma Team Leader, il me dit, écoute, tu t'es pas présenté, t'as rien à faire là, tu sors. Oh, puis c'est bon. Elle a 100% raison. Oui. Elle a 100% raison. Puis je veux dire, elle a une analyse à faire basée sur ce qu'elle voit, puis sur ce qu'elle entend. Puis moi, je venais juste brouiller les cartes à ce moment-là, puis j'avais rien à faire là. Fait que là, mais il y a eu un autre cas, exactement la même journée avec la même Trauma Team Leader. Je suis allé la voir dès que ça a été annoncé, puis je lui ai dit, je suis résident en ANES, je suis R1, puis si vous avez besoin de moi, je vais être disponible. Elle m'a dit, vraiment bon, tu vas être à la tête, puis tu vas intuber. C'est parfait. Complètement différent. Mais d'où l'importance de justement se présenter à l'avance. Puis ce qu'ils font dans certains hôpitaux, c'est qu'ils ont des autocollants. Oui, on a commencé ça au chemin. Dépendamment des couleurs, les spécialités, etc. Fait que ça peut résoudre un peu ce problème. J'ai déjà entendu la même chose pour... c'est anecdotique, là, je ne sais plus c'est dans quel centre aux États-Unis, mais dans les centres de chirurgie où est-ce que... Premièrement, il y a beaucoup de monde, mais il y a beaucoup de monde aussi qu'on voit juste les yeux. Oui. Oui, ils ont le bonnet, ils ont le gros masque chirurgical, sont tous gantés. Puis dans le fond, c'était juste comme le nom était écrit sur le chapeau. Là. Je m'appelle Alain, je suis résident. Ouais, c'est nice. Puis... je trouvais ça intéressant, puis ça règle le problème. Je ne savais pas qu'ils faisaient ça avec des autocollants. Ils ont commencé. En fait, il y a une des intensivistes au CHUM qui est très axée sur justement les bonnes pratiques d'équipe, ça, puis aussi d'enseignement. Puis c'était une pratique que ça faisait longtemps qu'elle voulait établir. Puis en fin de semaine, c'était très mise en place là, comme pratique, ce qui n'était pas le cas il y a comme 3-4 mois. Là. Fait que ça a l'air de bien marcher, mais ça reste que pour que ce système-là fonctionne, il faut que les gens l'appliquent tous. Puis c'est pas encore à 100% bien implanté, mais je pense que ça va venir, puis ça a du potentiel très positif. C'est sûr que ces situations-là de choc, de patient instable, ça peut mener à des conflits, mais c'est assez évident. Parce que c'est quelque chose de stressant, c'est aigu, le patient il est instable. Mais des fois, même dans des situations où il n'y a pas vraiment de urgence ou les enjeux sont moins élevés, là, dans le fond. Pardon? Quand les enjeux sont moins élevés, dans exactement. Le fond. Il y a aussi des conflits, puis entre spécialités. Puis on le vit, je dirais pas quotidiennement, mais assez souvent. Puis je voulais juste savoir si vous avez des expériences. Je sais que la radio, parfois, il y a des petits conflits quand on appelle la radio. Il y a des petites choses qui vont... Je ne sais pas si vous avez vécu ou vous avez entendu des choses, des conflits avec la radiologie. Mais c'est sûr que les radiologues c'est comme un service plus avancé, disons. Là. C'est pas un service qui est au bedside nécessairement. Puis les cliniciens de première ligne, des fois, on est un peu dépendants de ce service-là parce que on est inquiet, on veut une imagerie pour telle ou telle affaire. Puis quand on se fait remettre en question sur est-ce que c'est vraiment nécessaire, puis c'est souvent au milieu de la nuit que ça arrive, quand on a un patient, c'est toujours un petit peu gris, puis c'est pas super clair qu'est-ce qui se passe, qu'il y a, par exemple, un patient qui a chuté, puis que tu as de la difficulté déjà à communiquer avec ce patient-là de base. Fait que là, avec la chute, tu as de la misère à voir s'il y a vraiment des éléments qui t'inquiètent, puis on fait un scan, on demande un scan qui est plus... disons, questionnable comme indication, mais qui a quand même une indication. C'est sûr que, dépendamment de l'individu qu'on a de l'autre côté du téléphone, là, au CHUM, il faut faire approuver nos scans par les résidents de radio.
ça peut faire des situations conflictuelles là, avec certaines personnes, dépendamment du profil de la personne au bout du téléphone. Là. Ouais. Ouais, puis je me rappelle avoir vécu une situation un peu similaire pour une patiente à l'étage où on avait une suspicion qu'elle avait une embolie pulmonaire. Clinique, là, assez évidente. Elle avait plein de facteurs de risque. C'était un niveau de soins C. Puis moi, j'étais comme un peu pris là-dedans à genre 1h du matin entre ma senior qui m'incite à demander cette imagerie-là, puis le résident de radio de Tu l'autre veux-tu côté. prendre juste une pause? Comme un gros avion. Il est Tu peux parti. recommencer à... T'avais une patiente. Ouais, ben, j'ai vécu une histoire un peu similaire dans mon stage de médecine interne de nuit, où on avait une patiente à l'étage, où on avait une grosse suspicion d'embolie pulmonaire, la clinique, puis au niveau des facteurs de risque. À 1h du matin, mais elle était, bon, au niveau de soins C, cliniquement pas si pire, je veux dire, elle était vraiment pas en train de tomber en embolie pulmonaire massive puis instable. Mais j'avais de mon côté ma senior qui m'incite un peu à demander l'examen et de l'autre côté le résident de radio qui m'explique que bon, vu que bon, c'est pas si urgent, il y a le contexte du niveau de soins, il y a le fait qu'on pourrait juste l'anticoaguler puis demander le test au matin. Finalement, bon, j'ai quand même un peu insisté à demander l'examen, puis j'ai fini par l'avoir, mais je sais pas si c'était la bonne chose à faire. Est-ce que de votre côté, justement, le gars, il avait plein d'examens qui lui tombaient sur la tête, puis que il m'a fait ça un petit peu pour me faire plaisir, ou le gars, il était vraiment en train de chiller chez lui et il est juste lazy, puis il voulait pas faire l'examen. Je sais pas comment vous vivez ça de votre côté, justement, les résidents de radio. Moi, je peux pas parler d'expérience d'un résident R5. Là. C'est vraiment comme plus du oui-dire. Mais je sais que, probablement, les examens, quand ils sont demandés, il y a des indications cliniques. Puis quand c'est pas indiqué ou c'est pas clair, des examens qui devraient pas être faits, on a tendance à appeler pour vérifier, premièrement, est-ce qu'il y a d'autres renseignements cliniques qui feraient que oui, c'est indiqué, puis on le fait, ou est-ce que ça peut attendre au matin, c'est pas urgent. Parce qu'il faut comprendre que c'est le département de radiologie, c'est comme un peu, c'est un peu particulier parce que c'est quand même des consultants. Là. Tu demandes une imagerie, mais dis-toi la même chose de n'importe quelle spécialité. Si tu demandes un résident à 2 heures du matin en anesthésie, pourrais-tu venir évaluer la médication pour la douleur de telle patiente? Là? Je ne sais pas si on pourrait bénéficier peut-être d'un ajustement, puis tu dis non, ça va être fait au matin, puis pour le moment, on gère de telle et telle façon. C'est un peu la même chose. Si c'est pas indiqué, puis c'est durant la garde, comment ça fonctionne en ce moment dans les centres hospitaliers à Montréal, du moins, là, ce que je comprends, c'est reporté au matin. Ouais. Tout ce qui est urgent va être fait. Puis, si jamais le clinicien est vraiment inquiet, bien, ça se discute. Puis, normalement, on finit quand même par les faire. Moi, personnellement, j'ai déjà eu... J'étais de l'autre côté, en ectopique, puis j'ai déjà eu appelé à la radio pour un patient instable, puis le résident était débordé. Puis, j'avais un scan que j'ai demandé pour un patient que je pensais qu'il saignait. Cliniquement, il était en train de saigner profusément. Mais les labos, ils étaient beaux. Puis là, c'était embêtant un peu parce que les labos, ils bougeaient pas. Mais on sait que quand il saigne abondamment... il y a des fois en retard. Oui, exactement. Il peut être un peu en retard. Puis ses signes vitaux n'étaient pas super. Mais moi, j'étais inquiet. La seigneur était inquiète, fait qu'on a appelé quand même. Ils nous ont dit que c'était comme un peu... pas tout à fait indiqué en ce moment, surtout que des angioscans, c'est des coups fines, c'est beaucoup de contraste, puis c'est très long à lire. Fait que quand tu as déjà un workload, puis ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas. Là. On ne sait pas si le résident il est en retard de 10 scans, puis que si c'est pas urgent, c'est pas urgent, ou si il n'est pas en retard du tout, puis il pourrait le faire. Même à ça, si c'est pas indiqué, il le fera
tu sais, c'est pas indiqué, là. Mais quand j'avais appelé, on m'a dit, tu sais, on va attendre. Moi, j'avais dit, c'est correct, là, je vais recontrôler, puis si jamais ça change, je vais appeler. Puis plus tard, durant la nuit, j'avais des chutes d'hémoglobine. Patient qui demeurait stable, fait que c'était quand même semi-rassurant, disons. Puis finalement, je l'avais fait, puis l'enregistrement était lu là, pour l'équipe du matin qui rentrait assez tôt en chirurgie. Mais je pense qu'il y a un point que tu as soulevé qui est quand même intéressant. On ne sait pas c'est quoi que l'autre personne vit de son côté. Tu sais, le parallèle que je préfère, c'est les infirmières, quand elles nous appellent pour aller voir des patients, ils ne savent pas si c'est débordé ou pas. Puis d'être capable de dire à l'infirmière, écoute, là, je suis dans une situation d'urgence, je peux te rappeler dans 10 minutes. Puis si c'est pas une situation d'urgence, mais juste de dire, écoute, j'ai comme 20 patients à aller voir, là, que je suis débordé. C'est-tu quelque chose que tu as besoin que je vienne cette nuit ou ça peut attendre au matin? Ouais. Puis depuis que j'intègre ça dans mon petit speech quand je parle aux infirmières, il y a beaucoup de situations qui sont désamorcées un petit peu d'avance, là, qu'on se rend pas jusqu'à être en conflit, que je suis fâché d'aller voir un patient que c'est pas pertinent que je le vois cette nuit. Parce qu'ils comprennent ma position de comme, OK, il y en a plein sur son assiette présentement, puis comme le petit ajustement de laxatif à 2 h du matin, finalement, il est peut-être pas nécessaire. Puis, fait que de communiquer la position dans laquelle on est pour que l'autre prenne conscience de ça, je pense que c'est Je pense que ça va dans les deux sens aussi. Là, je veux dire, des fois, de par notre agressivité thérapeutique, on a tendance, je sais pas, à demander genre sine vito Q30 minutes à l'étage. Pour un patient qui nous inquiète, mais que, bon, on n'en a jamais parlé, par exemple, aux soins. Parce que je veux dire, quand tu es rendu à demander des signes vitaux aussi rapprochés, ben, il faut que tu te demandes si le patient a sa place à l'étage, dépendamment de l'indication. Puis, je veux dire, des signes vitaux Q15, Q30 minutes pour une infirmière d'étage qui a 8 autres patients à aller voir, c'est plus ou moins réaliste. Fait que je peux comprendre aussi leur frustration dépendamment de nos prescriptions à nous. Mais je veux dire, j'ai récemment vécu, encore une fois, cette semaine, des ralentissements dans la façon que j'aurais voulu réanimer un certain patient qui allait pas si bien, puis que, bon, je demandais des bolus de liquide, puis surtout des antibiotiques chez un patient septique, mais même si la prescription a été signée à 11h45, quand je rappelle à 2h30, il n'a toujours pas reçu son antibiotique par enjeu de voix, mais je veux dire, j'aurais voulu le savoir. Ouais. Puis ça revient un petit peu à la communication que c'est pas parce que moi je reviens à l'étage pour vérifier ça que je l'apprends puis que le patient il est hypotendu puis que ça va pas bien, mais rappelle-moi pour me dire ok, on a des enjeux de voix, on peut s'arranger pour demander, je sais pas, à un résident NANES pour qu'il vienne mettre une autre voix ou quelque chose du genre. Donc je pense qu'on nous apprend beaucoup l'importance de fermer les boucles de communication, puis je commence de plus en plus à le voir puis de voir son importance. Ouais. Je pense que je veux juste pas juste la boucle de communication, mais de bien communiquer, puis de communiquer de manière, agréable et détendue. Moi c'est drôle. On avait un conférencier qui nous parlait du début de pratique. Tu sais, il a fini sa résidence en radiologie, puis il travaille ailleurs. Puis il disait que des fois, juste appeler, puis parler au clinicien, souvent, le plus souvent que, pas juste assumer qu'il va regarder, mais s'il y a quelque chose d'urgent, tu l'appelles, puis ça, puis c'est apprécié, puis c'est juste avoir cette bonne communication-là. Puis l'autre chose, c'est qu'il disait que quand tu connais la personne, que tu l'as sur Facebook, que genre tu as déjà jasé en vrai, c'est difficile de... C'est plus difficile pour la personne de t'engueuler au téléphone puis de toi de l'engueuler au téléphone. Fait qu'il ajoute tout le monde sur Facebook. Non, mais dans le sens... dans le sens... dans l'hôpital. Dans le sens, c'est vrai que je me dis, par exemple... moi, j'ai fait urgence à Sacré-Cœur. Puis là, je me dis... me semble que je connais certains patrons, tout ça. C'est comme... Je sais à qui je parle. Quand tu m'avais déjà appelé en radio... Puis c'est différent, je parle pas en inconnu, je parle à Salco, je sais qui. Puis on dirait que c'est juste, tu sais, on commence sur des bases de... Si t'es là, puis t'es vraiment stressé, puis t'as l'air vraiment bête au téléphone, pour moi, ça m'indique que, bon, il y a quelque chose qui se passe de son côté, puis c'est pas qu'il m'en veut ou quoi que ce soit. C'est pas personnel. Parce que tu sais c'est qui son baseline. Ouais, exact.
Une des choses, je sais pas pour vous, il y a beaucoup de conflits qui arrivent, qui est pas de loin. Quand on regarde de très loin, les deux personnes savent qu'ils sont un peu en confrontation, mais ça paraît pas dans le discours, ça reste calme, ça reste posé. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé des situations conflictuelles que excusez-moi, que le ton a vraiment monté là, dans vos interactions. Là. Moi, c'est une chose que ça m'est arrivé une fois, puis j'ai regardé l'infirmière, puis j'ai comme snapback de comme, OK, on peut être en désagrément, on peut ne pas être d'accord, mais comme ce bout-là de manque de respect dans ma tête, c'est comme la ligne à ne pas franchir dans nos interactions professionnelles. Là. Ouais, ben, je l'ai déjà vécu une fois au bloc, puis c'était un conflit qui a vraiment monté en voix, puis en qualité de langage entre un chirurgien puis une inhalo sur bon, la façon que le patient a été pris en charge. Le patron, l'anesthésiste, était plus dans la salle, puis moi, à ce moment-là, j'étais encore externe. Mais bon, le chirurgien a clairement fait comprendre qu'il voulait que les choses soient faites autrement. Puis l'inhalo, ben, elle était pas d'accord, puis elle l'a fait comprendre aussi. Fait qu'au final, l'anesthésiste était comme revenu, puis il a essayé un petit peu de me calmer tout ça. Mais je pense que, encore une fois, c'est né de frustration de chaque bord qui n'a pas été communiqué au moment opportun, puis que ça build up, puis ça continue de build up jusqu'au moment où ça explose. Puis je pense que c'est bénéfique pour personne. Je veux dire, de garder ton sang-froid, de garder une communication agréable va juste faire en sorte que tu vas sortir de ta journée plus satisfait, moins fatigué. Tu vas revenir le lendemain avec une énergie plus positive. Fait que, oui, pour en avoir vécu, ça m'a pas donné l'envie d'en vivre. De juste mettre la ligne, le point sur la table de comme là, on repart sur des bases de communication qui sont peut-être mieux. Ouais. Puis on fait attention à ça. Ouais. Sinon, bon, on a parlé de beaucoup de communication, de perspectives qui peuvent être différentes. Quand vous avez des situations conflictuelles, y a-t-il d'autres choses que vous mettez en place pour désescalader, désengager de la situation que vous vouliez partager? Moi, j'avais, comme tu sais, puis je parle plus de radio parce que c'est ça que je fais depuis les derniers mois. Mais je trouve que c'est bien de juste rappeler, puis juste se rappeler dans le fond la situation de l'autre, puis se dire, OK, je sais pas ce qui se passe, je sais pas pourquoi la personne est comme ça avec moi au téléphone, c'est beaucoup au téléphone, moi. Puis je dis juste, OK, c'est bon, je prends ça en note, je vais vous rappeler, puis comme ça, genre, ça, on repart sur des bonnes bases la prochaine fois, puis quand j'appelle, je leur explique s'il y a des choses ou pas. J'avais déjà une situation où une patronne dans ta belle spécialité de médecine interne m'avait appelé, puis c'était en passant qu'il y avait eu un examen en externe. Puis la patronne, elle m'appelle, puis elle me dit je veux une interprétation stat, là, le patient est dans ma salle. Puis dans le fond, moi, j'étais un peu mal à l'aise, premièrement, parce que des études qui sont faites en externe, bon, on les lit, mais des fois, ça prend un peu plus de temps. Puis si c'était urgent, ben, il fallait marquer que ça soit lu urgent. Puis, tu peux appeler en radio pour savoir si c'est possible d'avoir un préliminaire, de parler, de voir s'il y a quelque chose de particulier. Mais je trouvais que c'était pas une bonne façon de l'aborder. Dans le sens, ça met comme tout le poids sur le département de radiologie quand tous les patrons peuvent pas faire ça, là, avoir leur patient dans la salle puis appeler en radio pour avoir une lecture stat. Fait que finalement, dans le fond, j'avais pris les choses en note. Puis j'avais dit, que j'allais regarder, mais il faut comprendre que la radio, tu sais, il y a aussi d'autres tâches que juste être assis. Puis si mon patron, si je suis pas en train de réviser avec mon patron, je peux donner en préliminaire si je parle à l'enseignant ou quoi que ce soit, mais en R1, j'en donnais pas nécessairement d'emblée. Puis si le patron est en train de faire des interventions, c'est comme si un chirurgien est en salle d'op. Il
est là-bas, il est plombé, il est en train de faire une infiltration ou quoi que ce soit, une intervention sous scan, mais on va pas... Tu sais, il y a quand même des priorités, là, surtout pour des patients externes. Fait que je trouvais ça particulier, puis j'avais juste... je pense qu'on n'a pas parlé, là, mais il y a comme plusieurs manières de gérer des conflits, puis ça, c'était juste un peu de... Le terme m'échappe, mais juste de accepter, puis juste le prendre sur soi, puis juste lire le... Dans le fond, j'ai arrivé avec le patron. Il était disponible, c'était correct, j'ai rappelé, puis c'était correct. Mais c'était pas tout à fait de l'évitement, mais c'était comme on peut éviter le conflit en juste donnant raison à l'autre personne, mais tu sais, ça aurait pu très bien être dit que ça allait être lu plus tard, puis ça aurait été correct aussi. Puis il y en a qui le font comme ça aussi, effectivement. Ouais. Puis je pense que c'est correct. Ça dépend un peu si... Qu'est-ce que ça change, puis tu sais, il y a moyen d'expliquer aussi au téléphone pourquoi. Dans le sens, tu peux quand même jaser. Je pense qu'on est... on est des spécialités... On est dans des spécialités différentes, puis tu sais, les discussions entre spécialités pour comprendre l'autre point de vue, puis juste savoir comment interagir, c'est bénéfique. On avait une réunion de radiologie urgence cette année, puis je trouvais que les échanges étaient quand même intéressants, dans le sens... Les urgentaux demandent beaucoup de choses, mais nous, on n'a pas le patient devant nous non plus. Puis c'était le fun de voir, surtout les résidents seniors qui posaient des questions. Tu sais, en radio, c'est comme quand la suspicion clinique, mettons, d'une torsion testiculaire est très haute, fait que c'est ça le diagnostic. Je pense que la littérature dit qu'on l'envoie directement en salle d'op. Puis de rajouter un écho testiculaire qui va démontrer la même chose. C'est pas indiqué techniquement. Puis il y a des scores que tu peux faire pour dire si tu fais une écho ou pas. Mais c'est pas des choses qu'ils utilisent. Puis je pense que ça a été fait comme entre des radiologues, des urologues puis des urgentaux. Mais c'était juste intéressant de voir que, tu sais, pour les urgentaux, des fois, ils demandaient... Ben, en fait, ils demandent assez souvent ou pour éliminer ou pour rule in, même si la suspicion clinique est très haute. Puis c'est du knowledge de différentes spécialités, puis c'est juste que eux ils ont le patient devant les yeux, il faut qu'ils appellent l'urologue, puis l'urologue, s'il n'y a pas d'écho, certains urologues, paraîtrait-il qu'ils veulent avoir une écho pour confirmer que c'est ça avant d'opérer. Puis je pense que c'est au médico-légal. Fait que on en parlait juste avant de commencer le podcast, mais tout le monde tire de son côté un petit peu, tu sais, comme les choses, puis sans se rendre compte que, tu sais, l'autre clinicien aussi est en train de faire la même chose, puis il a ses raisons. Fait que c'est juste de garder ça en tête, puis ça désescalade un peu les choses quand tu es capable d'en parler puis de comprendre. Même si ça reste pas indiqué ou tu sais, pas la bonne manière de faire. Je sais pas si vous êtes d'accord, mais tu sais, c'est important de comprendre l'autre côté. Oui, absolument. Puis, tu sais, je pense que je vais circle back un peu là-dessus, mais c'est d'exprimer c'est quoi l'autre côté aussi. C'est d'essayer de se mettre dans la position de l'autre, de dire, OK, lui doit vivre ça, mais c'est aussi que des fois, il y a des situations que l'autre personne, tu le dis pas, elle sait pas que c'est un enjeu. Tu sais, les urgentaux, j'aurais pas pensé que c'est parce que c'est l'urologue qui tire la couverte, puis eux autres, ça leur dérangerait pas de l'envoyer tout de suite en urologie. Puis, mais tu sais, si c'est pas verbalisé dans un meeting, tout ça, ben c'est sûr que ça sort pas là, comme élément. Mais en tout cas, ce que j'en retiens de tout ça, c'est la communication, c'est important essentiel pour régler les conflits puis éviter que ça escalade. Se mettre dans la position de l'autre, rester empathique, puis je rajouterais peut-être de garder en tête qu'on veut tous le bien du patient. Oui, c'est ça qui est... Ça devrait être ça l'objectif, là. Au bout de la ligne, c'est pour ça qu'on est là. Fait que, merci beaucoup pour votre écoute, pour merci la discussion partager ces belles anecdotes avec nous. Puis, je vous souhaite à la maison une très bonne écoute. On vous rappelle qu'on a sur YouTube que vous pouvez regarder les vidéos, vous pouvez écouter sur n'importe quel site de podcast. On a une page Instagram qui est mise à jour régulièrement par notre cher Tahir. Et à une prochaine fois.